Un jeune millionnaire jette un papier à la poubelle, mais une voix dit « Je suis là-dedans ». Et il panique? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Il y a des moments qui divisent une vie en un avant et un après. Pour Adam Moore, ce moment est arrivé par une nuit d'hiver, quand le monde semblait figé et silencieux. Adam avait toujours été le genre d'homme qui passe inaperçu, un visage dans la foule. Quelqu'un qui arrive tôt au travail, part tard et manque rarement un jour. Le genre de personne que les autres décrivent comme réservée quand ils sont gentils, et ennuyeuse quand ils ne le sont pas. Son costume gris correspondait à la vie qu'il menait, organisée, prévisible, sûre. Cette nuit-là, la neige commençait à tomber alors qu'il traversait la place centrale. Ses pas laissaient des marques temporaires sur le sol qui disparaissaient rapidement sous les flocons blancs. L'endroit était désert, seules les lumières des réverbères projetaient des cercles jaunâtres contre l'obscurité grandissante. Adam trouva un morceau de papier froissé dans sa poche, des notes d'une réunion qui n'avait plus d'importance. Il s'arrêta devant une poubelle publique et y jeta le papier, un geste simple qu'il faisait presque tous les jours. C'est là qu'il l'entendit « Je suis là-dedans ». La voix était si petite, si fragile, qu'un instant, Adam crut l'avoir imaginée. Il regarda autour de lui, personne. La place restait vide, à l'exception du vent qui agitait les branches nues des arbres. « Allô » demanda-t-il dans l'air, se sentant ridicule. Silence. Ensuite, « Je suis là ». La voix venait de la poubelle. Adam sentit son cœur s'emballer alors qu'il s'approchait lentement. Il se pencha et regarda à l'intérieur. Au milieu des papiers froissés et des emballages vides, deux yeux énormes le fixaient, des yeux d'enfant. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il en reculant d'un pas. À l'intérieur de la poubelle se trouvait une petite fille, pas plus de 4 ans, sale, avec des cheveux foncés emmêlés et des vêtements bien trop fins pour le froid mordant. Elle était recroquevillée comme un petit animal effrayé, serrant ses genoux. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans » demanda Adam, sa voix plus forte qu'il ne l'avait voulu. La petite fille ne bougea pas. Elle continuait juste à le regarder avec ses yeux trop grands pour son visage émacié. « Je suis entrée ici parce qu'il faisait froid », répondit-elle simplement. Adam regarda autour de lui, cherchant désespérément quelqu'un, des parents, une nounou, n'importe quel adulte responsable. Mais la place restait déserte et la neige tombait plus fort maintenant. « Tu » demanda-t-il en s'accroupissant pour se rapprocher. La petite fille ne répondit pas. Un frisson parcourut son petit corps. « Tu es gelé » dit Adam, enlevant son manteau sans hésiter. « Sortons-te de là » Avec précaution, il passa ses bras dans la poubelle. Un instant, il pensa qu'elle allait reculer, qu'elle aurait peur de lui, un étranger. Mais la petite fille leva les bras vers lui dans un geste de confiance si pur qu'il fut pris au dépourvu. Quand il la souleva, il réalisa à quel point elle était légère. Son corps tremblait sous le manteau trop grand qu'il avait posé sur ses épaules. Son visage était maculé de saleté, ses lèvres légèrement bleues à cause du froid. « Comment tu t'appelles » essaya-t-il à nouveau, l'ajustant dans ses bras. La petite fille baissa simplement les yeux sans répondre. La neige était plus lourde maintenant, tombant en flocons épais qui collaient au manteau, aux cheveux de la petite fille, aux sourcils d'Adam. La température devait être inférieure à 0. « Je dois appeler la police » dit-il, plus à lui-même qu'à elle. L'effet fut immédiat. La petite fille se recroquevilla dans ses bras, s'accrochant à sa chemise avec ses petites mains glacées. « Pas ça » murmura-t-elle, la peur évidente dans sa voix. Le vent hurlait entre les bâtiments maintenant, apportant plus de froid, plus de neige. Adam sentit la petite fille frissonner contre sa poitrine. Il sortit son téléphone de sa poche. La procédure correcte aurait été d'appeler les autorités. Il avait trouvé un enfant abandonné. C'était l'affaire de la police, des services sociaux. Mais quelque chose dans ses yeux l'empêcha de faire l'appel. Il y avait de la peur, oui, mais il y avait aussi autre chose, une confiance, une espérance qu'il, de toutes les personnes, avait éveillée. Comment était-ce possible ? Adam n'avait jamais été un homme de décisions impulsives. Sa vie était faite de choix calculés, de risques mesurés, chaque étape planifiée à l'avance. Mais à ce moment-là, en regardant l'enfant que le destin avait placé sur son chemin, quelque chose changea en lui. Une certitude inexplicable emplit sa poitrine. Il ne pouvait pas la laisser là, ni la remettre à des étrangers par cette nuit froide. « C'est bon » dit-il doucement. « Allons chez moi. Tu as besoin de te réchauffer. » La petite fille ne sourit pas, ne le remercia pas. Elle posa simplement sa tête sur son épaule, comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Adam se mit à marcher,
la protégeant du mieux qu'il pouvait du vent et de la neige. Son esprit s'emballait dans 1000 directions. Qu'était-il en train de faire? Quelle était cette folie d'emmener une enfant inconnue chez lui? Et après? Que dirait-il à elle, aux autres, à lui-même? Il n'avait de réponse à aucune de ces questions. Il savait seulement qu'à ce moment-là, il faisait la seule chose qui lui semblait juste. La ville autour d'eux continuait son rythme normal. Des voitures passaient occasionnellement, leurs phares perçant l'obscurité. Des gens pressés marchaient avec des parapluies et la tête baissée, ne remarquant pas l'homme portant une enfant dans la neige. Adam sentit le poids de la petite fille dans ses bras, pas seulement le poids physique, qui était minimal, mais le poids de la responsabilité qu'il venait d'assumer, un poids qui, étrangement, ne l'écrasait pas. Au contraire, il lui donnait un but qu'il ne savait pas qu'il recherchait. « Tout ira bien », murmura-t-il, ne sachant pas s'il rassurait la petite fille ou lui-même. Elle ne répondit pas. Son petit corps s'était un peu détendu, même si elle frissonnait encore parfois. Les lumières de la ville brillaient à travers le rideau de neige, créant une scène presque magique autour d'eux. Adam continuait de marcher, ses pas laissant des empreintes profondes dans la neige qui s'accumulait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il ferait ensuite. Il ne savait pas comment il expliquerait cela à qui que ce soit. Il ne comprenait pas l'impulsion qui le poussait à agir si contrairement à tout ce qu'il savait de lui-même. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et alors qu'il avançait dans la nuit, contre le vent et la neige, Adam Moore, l'homme qui avait toujours vécu par les chiffres et la logique, suivit le seul chemin que son cœur lui permettait, portant dans ses bras non seulement un enfant perdu, mais le début d'une nouvelle vie pour eux deux. L'appartement d'Adam n'avait jamais semblé aussi vivant que cette nuit-là, non pas à cause de sa taille, il était spacieux, avec 3 chambres et une vue sur le parc, mais à cause de la présence inattendue qui occupait maintenant son canapé. La petite fille était assise tranquillement, enveloppée dans la couverture la plus douce qu'Adam avait pu trouver. Ses petites mains tenaient une tasse de chocolat chaud, encore trop grande pour elle. Elle avait pris un bain rapide avec son aide maladroite, et il avait improvisé l'une de ses chemises comme pyjama. La chemise engloutissait son corps minuscule, mais au moins elle était propre et au chaud. Le silence entre eux n'était pas gênant, mais il était lourd de questions. Adam observait la petite fille avec un mélange d'inquiétude et de fascination. Qui laisserait un enfant seul dans le froid? Pourquoi s'était-elle cachée dans une poubelle au lieu de demander de l'aide? Et surtout, que ferait-il maintenant? Tu te sens mieux? Demanda-t-il finalement, assis dans le fauteuil en face du canapé. La petite fille hocha la tête, ses yeux énormes étudiant chaque recoin de l'appartement comme si elle mémorisait des voies d'évasion. Tu n'as pas à avoir peur, continua Adam, gardant sa voix calme. Personne ne te fera de mal ici. Elle baissa les yeux vers la tasse, ses doigts se resserrant autour d'elle comme si c'était une encre. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Adam essaya à nouveau. Comment as-tu fini dans cette poubelle? Pendant un long moment, il pensa qu'elle ne répondrait pas. Puis, sans lever les yeux, la petite fille parla, ma maman a dit qu'elle reviendrait, et elle n'est jamais revenue. Sa voix était aussi petite qu'elle, mais les mots frappèrent Adam comme un coup de poing. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Ta maman t'a laissé sur la place? La petite fille hocha la tête. Elle a dit qu'elle allait acheter de la nourriture, continua-t-elle, les mots venant plus facilement maintenant. Elle m'a dit d'attendre sur le banc, qu'elle reviendrait tout de suite. Adam se pencha en avant, essayant de comprendre ce qu'il entendait. Et tu as attendu? 3 jours, répondit-elle comme si elle énonçait quelque chose de banal. J'ai dormi sur le banc. Il faisait soleil pendant la journée. Adam ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la vague de colère qu'il ressentait. 3 jours. Une enfant de 4 ans seule sur un banc de parc pendant 3 jours. Personne ne s'est arrêté pour t'aider? Demanda-t-il, incapable d'y croire. La petite fille haussa les épaules, un geste étrangement adulte pour quelqu'un de si petit. Les gens marchaient loin. Je crois que j'étais sale. Adam prit une profonde inspiration. La grande ville pouvait être un endroit cruel. Des gens pressés, regardant leur téléphone, ignorant une enfant parce qu'elle avait l'air sale. La pensée le rendit malade. Et pourquoi t'es-tu caché dans la poubelle? Il a commencé à faire vraiment froid hier, expliqua-t-elle, sa logique simple et directe. Le vent faisait mal. Il n'y avait pas de vent dans la poubelle. Adam sentit quelque chose bouger en lui, une chaleur dans sa poitrine qu'il ne pouvait expliquer, un besoin presque physique de protéger cet enfant. Tu as fait la bonne chose, dit-il, se surprenant lui-même. C'était intelligent, se cacher du froid était une bonne idée. Une petite lueur apparut dans ses yeux, la première réaction positive qu'il avait vue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
demanda-t-elle, l'inquiétude revenant sur son visage. Tu vas m'emmener? Adam hésita. La réponse logique était oui. Il devrait la conduire aux autorités le matin. C'était la procédure correcte et responsable. Mais la pensée de la livrer au système, de la voir disparaître derrière des portes institutionnelles, lui causa une angoisse inattendue. Pas aujourd'hui, répondit-il finalement. Aujourd'hui, tu vas dormir ici, où il fait chaud et sûr. On trouvera le reste demain. Elle hocha la tête, semblant satisfaite de la réponse. Alors, comment tu t'appelles? Demanda Adam, réalisant qu'il ne le savait toujours pas. La petite fille posa la tasse vide, où pour la première fois, un petit sourire apparut sur son visage. Maman m'appelait Émilie, dit-elle. Elle chantait mon nom quand j'allais dormir. Émilie, Émilie, Émilie. La simplicité du souvenir, la façon dont ses yeux s'illuminèrent en disant son propre nom, toucha Adam d'une manière inattendue. Émilie, répéta-t-il, c'est un beau nom. Comment tu t'appelles? Demanda-t-elle, semblant plus à l'aise maintenant. Adam. Adam Moore. Adam, répéta-t-elle, testant le son. Tu vis seul dans cette grande maison? Oui, répondit-il, regardant autour de lui comme s'il voyait son appartement pour la première fois. Juste moi. Pas d'autre? Demanda Émilie, sa curiosité enfantine commençant à émerger. Pas d'enfant? Adam sourit. Je n'ai pas d'enfant. Et un chien? Pas un de ceux-là non plus. Émilie sembla considérer cela sérieusement, comme si elle évaluait sa qualité de vie en fonction de l'absence d'enfants et de chiens. C'est pour ça que c'est si calme ici, conclut-elle finalement. Adam rit, un rire authentique qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Je suppose que oui, Perry. C'est très calme. L'horloge murale indiquait presque minuit. Émilie bâilla, l'épuisement l'emportant finalement sur l'adrénaline de la journée. Préparons-toi un endroit pour dormir, dit Adam en se levant. Son appartement avait 3 chambres, la sienne, un bureau et une chambre d'amis qu'il utilisait rarement. J'ai une chambre d'amis, expliqua-t-il en traversant le couloir. Tu peux y dormir. La chambre d'amis était simple mais propre, un lit simple avec une couette bleue, une commode et un petit bureau. Les murs blancs et le manque de décoration révélaient le peu d'utilisation de l'espace. Tu peux dormir dans cette chambre, dit Adam en allumant le chauffage pour chasser le froid. Nous réglerons les choses plus tard. Émilie entra timidement, ses yeux parcourant chaque détail de la pièce comme si elle ne pouvait pas y croire. Je peux vraiment rester ici? Demanda-t-elle, la voix pleine de surprise. Oui, confirma Adam. Pour l'instant, cet endroit est à toi. Il l'aida à monter sur le lit et la couvrit de la couette. Émilie s'enfonça dans les oreillers, l'air minuscule dans le lit double. Bonne nuit, Émilie, dit-il, ne sachant pas trop comment dire au revoir. Bonne nuit, Adam, répondit-elle, ses yeux déjà lourds de sommeil. En faisant attention de ne pas la réveiller, Adam sortit, laissant la porte entr'ouverte. Il s'arrêta dans le couloir et écouta un instant. Bientôt, sa respiration devint plus profonde et plus régulière. Elle dormait. De retour dans le salon, Adam s'assit sur le canapé, son esprit bourdonnant de pensées, d'inquiétudes et étonnamment, de projets. Il avait besoin de vêtements pour Émilie, de nourriture appropriée pour un enfant, peut-être de quelques jouets. Il devait en savoir plus sur son passé, essayer de comprendre ce qui s'était passé, et finalement, il devrait décider quoi faire. L'option logique était toujours de contacter les autorités, mais quelque chose en lui résistait à cette idée. Et si Émilie se retrouvait dans un endroit pire? Et si elle était maltraitée? Et s'il ne la revoyait plus jamais? Cette dernière pensée le surprit. Pourquoi se souciait-il autant d'une enfant qu'il connaissait à peine? Quand il alla enfin dans sa chambre pour dormir, son sommeil fut agité, plein de rêves de bancs vides sur des places désertes. Le matin arriva avec le bruit de petits pas dans l'appartement. Adam se réveilla pour trouver Émilie debout près de la fenêtre de sa chambre, regardant la ville enneigée à l'extérieur. Le grand t-shirt qui lui servait de pyjama la faisait paraître encore plus petite. « Bonjour », dit Adam en se redressant dans son lit. Elle se retourna, l'étudiant avec ses grands yeux sérieux. « Bonjour », répondit-elle poliment. « Il y a beaucoup de neige. »« Oui, il a neigé toute la nuit », acquiesça Adam en se levant. « Tu as faim ?» Émilie hocha la tête, le suivant jusqu'à la cuisine. Le petit déjeuner fut une révélation pour Adam. Son répertoire culinaire était limité, mais il réussit à faire des œufs brouillés, du pain grillé et du jus d'orange. Il observa fasciné Émilie manger avec appétit,
ses yeux jetant parfois un coup d'œil pour vérifier s'il était toujours là. Je vais sortir quelques heures aujourd'hui, expliqua-t-il en lavant la vaisselle, pour t'acheter des choses. La peur revint immédiatement dans ses yeux. Tu reviens ? Demanda-t-elle, sa voix trahissant son insécurité. Adam arrêta ce qu'il faisait et s'agenouilla à sa hauteur. Je reviens, Émilie. Je te le promets. Je ne te laisserai pas seule. Elle l'étudia un long moment, comme si elle évaluait la véracité de ses paroles. D'accord, dit-elle finalement. J'attendrai. En fait, continua Adam, je me demandais si tu voudrais venir avec moi. Nous avons besoin d'acheter des vêtements à ta taille, et tu pourrais choisir. Le visage d'Émilie s'illumina, et pour la première fois, Adam vit un sourire sincère. Je peux vraiment ? Bien sûr, répondit-il, ressentant un étrange bonheur à sa réaction. Nous irons faire du shopping ensemble. Le centre commercial était bondé, comme toujours un samedi. Adam tint fermement la main d'Émilie alors qu'il naviguait à travers la foule. Elle portait l'un de ses t-shirts en guise de robe, avec une ceinture improvisée pour le maintenir en place. Ce n'était pas idéal, mais ça ferait l'affaire jusqu'à ce qu'ils achètent de vrais vêtements. Le premier arrêt fut un grand magasin. Adam n'était jamais allé dans la section enfants auparavant et se sentait complètement perdu au milieu des tailles, des styles et des couleurs. « Je peux vous aider ?» demanda une vendeuse, remarquant son malaise. « Nous avons besoin de tout, » répondit Adam en désignant Émilie. Vêtements, chaussures, pyjamas. La vendeuse sourit à Émilie, qui se cacha partiellement derrière la jambe d'Adam. « Votre fille est adorable, » commenta la femme. « Quel âge a-t-elle » Adam hésita une seconde seulement. « 4 ans, répondit-il, ne corrigeant pas le malentendu. « Et oui, nous avons besoin de beaucoup de choses. » Les 2 heures suivantes furent une expérience surréaliste. Adam, qui n'achetait d'habitude que l'essentiel et détestait les centres commerciaux, se retrouva fasciné par la transformation d'Émilie. À chaque nouvelle tenue qu'elle essayait, elle semblait gagner un peu plus de confiance. Une robe bleue, en particulier, lui arracha un regard de pure joie qui fit mal au cœur à Adam. « Tu es magnifique, » dit-il sincèrement alors qu'elle tournait sur elle-même pour montrer la robe. Émilie sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. « Je peux la voir » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, » répondit Adam. « Et nous prendrons aussi quelques autres choses. » Quand ils quittèrent le magasin, ils portaient des sacs pleins de vêtements, de chaussures, de chaussettes et même de quelques nœuds pour les cheveux. Le prochain arrêt fut un magasin de jouets où Adam laissa Émilie choisir quelques articles. Elle sélectionna un ours en peluche, des livres de coloriage, après beaucoup d'hésitation, une simple poupée. « Es-tu sûr de ne rien vouloir d'autre » demanda Adam, surpris par ses choix modestes. Émilie secoua la tête, serrant l'ours contre sa poitrine. « C'est suffisant, » répondit-elle. « Merci. » Il y avait une gratitude dans sa voix qui brisa le cœur d'Adam. Une enfant de 4 ans ne devrait pas être si reconnaissante pour des choses aussi basiques. Sur le chemin du retour à l'appartement, ils s'arrêtèrent à un supermarché pour acheter de la nourriture. Adam, qui mangeait habituellement n'importe quoi ou commandait à emporter, se retrouva maintenant à étudier les étiquettes et à chercher des options saines. Émilie l'aida, désignant des fruits et légumes colorés. « Tu aimes les pommes » demanda Adam. « Je les adore, » répondit Émilie, « et les fraises aussi. » Alors nous prendrons les 2. Quand ils rentrèrent enfin à l'appartement, il était tard dans l'après-midi. Émilie était visiblement fatiguée, mais ses yeux brillaient d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Adam emporta tous les sacs de courses dans la chambre d'amis, qui, pour l'instant, servirait de sanctuaire à Émilie. Ensemble, ils organisèrent les nouveaux vêtements dans la commode et placèrent les jouets sur le petit bureau. Cette nuit-là, après un dîner simple, Adam conduisit Émilie à sa chambre. Elle portait un des nouveaux pyjamas, rose avec de petites étoiles, et semblait plus détendue qu'avant. « Tu vas bien » demanda Adam alors qu'elle s'installait dans son lit avec son ours en peluche. Émilie hocha la tête, regardant autour de la pièce qui, bien que simple, était probablement meilleure que de nombreux endroits où elle avait dormi auparavant. « Émilie, » commença Adam, choisissant ses mots avec soin, « connais-tu le nom complet de ta maman, où tu vivais avant ?» La joie disparut de son visage, remplacée par une expression pensive. « Le nom de maman est Chelsea, » répondit-elle. « Nous vivions dans beaucoup d'endroits, dans des maisons de gens, parfois dans la voiture. » Adam hocha la tête, essayant de ne pas montrer son inquiétude. La situation semblait encore plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé.
Et ton papa? Émilie haussa les épaules. Je ne l'ai jamais rencontré. Adam prit une profonde inspiration, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait prise. D'accord, dit-il doucement. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Il est temps de dormir. Il remonta les couvertures autour d'elle et hésita, ne sachant pas vraiment comment dire au revoir. Bonne nuit, Amy, dit-il finalement. Bonne nuit, Adam, répondit-elle, ses yeux déjà clos. Quand il quitta la pièce, laissant la porte entr'ouverte, Adam s'arrêta dans le couloir. Son appartement, toujours si silencieux, semblait maintenant différent. Il y avait des sacs de courses éparpillés, des jouets dans des endroits inattendus, et une odeur de nourriture faite maison qui n'avait jamais été là auparavant. En un seul jour, tout avait changé, sa routine, son espace, ses priorités. Et d'une certaine manière, cela ne le dérangeait pas. Assis dans le salon avec une tasse de thé qu'il buvait rarement, Adam réalisa que quelque chose en lui aussi changeait. Une porte qu'il ne savait même pas fermer commençait à s'ouvrir. L'appartement n'était pas seulement plus rempli, il était plus vivant. Et peut-être lui aussi. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Émilie dans l'appartement d'Adam. 7 jours qui avaient transformé non seulement l'espace physique, mais quelque chose de plus profond qu'Adam ne pouvait pas encore nommer. Le premier changement était visuel. Ce qui était autrefois des murs blancs immaculés affichait maintenant des dessins colorés scotchés à des hauteurs que seul un enfant pouvait choisir. Des bonhommes allumettes, un plus grand et un plus petit se tenant la main, apparaissaient dans presque tous. « C'est toi et moi », expliqua Émilie quand Adam demanda, comme si c'était évident. Dans le réfrigérateur, autrefois vide à l'exception des restes de plats à emporter et de quelques bières, il y avait maintenant des pommes, du lait, du yaourt et ces petites boîtes de jus qu'Émilie aimait tant. La table de cuisine, autrefois utilisée uniquement comme dépôt de courrier, portait maintenant des marques de crayons et des miettes de biscuits. Ce dimanche matin, Adam observait Émilie dessiner sur la table basse du salon. Concentrée, sa langue dépassant du coin de la bouche, elle traçait des lignes colorées sur une feuille de papier. Ses cheveux, autrefois emmêlés, étaient maintenant propres et coiffés en une tresse simple qu'Adam avait appris à faire en regardant des tutoriels en ligne. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. « Une maison, » répondit Émilie sans lever les yeux, avec un jardin et une balançoire. Adam sourit. Ces derniers jours, il en avait appris davantage sur les goûts d'Émilie. Elle adorait les fraises, détestait les petits pois et avait une fascination pour les balançoires. Au parc près de l'appartement, elle pouvait passer des heures sur la balançoire, demandant à aller plus haut, plus haut. « Ça ressemble à une super maison », commenta-t-il en regardant le dessin, plein de couleurs vibrantes et de proportions impossibles. Émilie leva enfin les yeux, ses grands yeux étudiant le visage d'Adam avec une intensité qui le déconcertait parfois. « Tu as toujours vécu seul ?» demanda-t-elle soudainement. La question prit Adam au dépourvu. C'était étrange comme Émilie pouvait faire ça, poser des questions apparemment simples qui touchaient des points profonds. « Non, » répondit-il, essayant de garder sa voix décontractée. « J'ai déjà vécu avec d'autres personnes. »« Avec qui ?» Adam hésita. Comment expliquer sa vie à une enfant de 4 ans ? Quand j'étais enfant, je vivais avec mes parents. Puis, à l'université, j'ai partagé un appartement avec des amis. Et plus tard, il fit une pause, décidant ce qu'il allait révéler, j'ai vécu avec quelqu'un que j'aimais. Émilie laissa tomber son crayon et se tourna complètement vers lui, le dessin temporairement oublié. Et où sont toutes ces personnes maintenant ? Adam prit une profonde inspiration. Les questions d'Émilie étaient comme de petits projectiles, trop précis. Mes parents vivent loin, dans une autre ville. Mes amis de l'université ont pris des chemins différents. Et la personne que j'aimais, il choisit ses mots avec soin, nous avons décidé de nous séparer. Émilie sembla considérer cela sérieusement, fronçant les sourcils de concentration. Il te manque parfois ? Adam admit. C'était plus facile d'être honnête avec Émilie qu'avec un adulte. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une pure curiosité. Alors pourquoi tu vis seul ? La question resta en suspens, simple et dévastatrice. Je pensais que j'aimais le silence, répondit-il finalement. Avoir mon propre espace, faire les choses à ma manière. Et tu aimes ? Adam regarda autour de la pièce, les jouets éparpillés sur le sol, les dessins sur les murs, la présence d'Émilie remplissant des espaces qu'il ne savait même pas vides. Je crois que je me suis trompé sur le silence, dit-il, surpris par sa propre honnêteté. Émilie hocha la tête, comme s'il avait confirmé quelque chose qu'elle savait déjà. Elle retourna à son dessin,
prenant un crayon rouge pour colorier le toit de la maison. Ta maison n'est plus silencieuse, commenta-t-elle nonchalamment. Non, acquiesça Adam, elle ne l'est pas. Et il réalisa avec une clarté soudaine que le silence qu'il avait toujours considéré comme un réconfort sonnait maintenant comme de la solitude, comme un vide qu'il n'avait pas remarqué avant qu'il ne soit rempli. Les après-midi avec Emily avaient une qualité presque magique. Après qu'Adam rentrait du travail, partant maintenant ponctuellement à 17h, à l'étonnement de ses collègues, il développait de petits rituels. Emily lui racontait sa journée avec la nounou qu'Adam avait embauchée, une femme âgée et gentille nommée Martha, qui s'occupait d'elle pendant qu'il était au bureau. Puis, ils préparaient le dîner ensemble, Emily sur un tabouret pour atteindre le comptoir. « Je peux couper la tomate ?» demanda-t-elle cette nuit-là alors qu'Adam préparait des spaghettis. « Plutôt pas, répondit-il en lui donnant une cuillère en bois à la place. « Mais tu peux remuer la sauce. » Emily accepta la tâche sérieusement, remuant la sauce rouge avec une concentration totale. Adam la regardait du coin de l'œil, émerveillé par la façon dont quelque chose d'aussi simple pouvait lui sembler si significatif maintenant. Le dîner était toujours plein de questions. Emily semblait en avoir une réserve inépuisable. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment les oiseaux savent-ils où voler? Où va l'eau quand on tire la chasse d'eau? Adam essayait de répondre du mieux qu'il pouvait, ayant parfois besoin de chercher des choses sur son téléphone pour être sûr. Emily écoutait attentivement, absorbant les informations comme une éponge. Après le dîner, il y avait le rituel du bain, qui se terminait inévitablement avec plus d'eau à l'extérieur de la baignoire qu'à l'intérieur, puis le moment de se brosser les dents côte à côte dans la salle de bain. Adam n'aurait jamais imaginé que regarder une petite enfant essayer de se brosser les dents toute seule pouvait être si attachant. L'heure du coucher était spéciale. Bien qu'Adam n'ait pas de livre pour enfants, il commença à inventer des histoires pour Emily, des histoires de princesses courageuses, de dragons amicaux et d'enfants qui découvraient des mondes magiques. Emily écoutait, hypnotisée, ses yeux luttant pour rester ouverts jusqu'à la fin. « Encore une histoire ?» demandait-elle toujours. « Demain » répondait Adam en remontant les couvertures autour d'elle. « Maintenant, il est temps de dormir. » Quand il fermait la porte de la chambre, la laissant entr'ouverte comme Emily préférait, Adam sentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de protection, d'affection et de peur. Peur de ne pas en faire assez, peur que quelqu'un vienne la chercher, peur de ce que serait la vie si elle partait. Un mercredi soir, alors qu'il lavait la vaisselle du dîner, Adam entendit un bruit dans le salon. Il trouva Emily debout sur une chaise qu'elle avait traînée jusqu'au mur, essayant de scotcher un autre dessin. « Et, fais attention », dit-il en se précipitant pour l'aider. « Tu pourrais tomber. »« Je veux le mettre plus haut », expliqua Emily, pour faire un ciel. Adam la souleva par la taille, lui permettant de coller le dessin à la hauteur désirée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, regardant l'enchevêtrement de lignes bleues et de points colorés. « C'est nous regardant les étoiles », répondit Emily. « Tu as dit que tu m'emmènerais voir de vraies étoiles un jour. » Adam sourit, se souvenant de la promesse faite nonchalamment quelques jours auparavant. Emily n'oubliait rien. « Et je le ferai, confirma-t-il, quand le temps sera meilleur. » Il la reposa sur le sol et la regarda courir pour chercher un autre dessin. Le mur se couvrait complètement, une explosion de couleurs et de formes qui transformait l'appartement minimaliste en quelque chose d'entièrement nouveau. Plus tard, assise sur le canapé, regardant un dessin animé, Emily posa sa tête sur le bras d'Adam. Un geste simple, presque inaperçu, mais pour Adam, il représentait quelque chose de profond, la confiance. Il regarda la petite fille que le destin avait placée sur son chemin, ses cheveux foncés tombant sur son visage, ses yeux attentifs fixés sur la télévision, ses petites jambes pendantes dans l'air. Quand il l'avait trouvée, elle était sale, effrayée, méfiante. Maintenant, à peine 2 semaines plus tard, elle s'appuyait contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le lien entre eux grandissait sans fanfare, sans grande déclaration, juste de petits moments, des questions simples, des routines partagées, comme des racines qui s'enfoncent silencieusement sous la terre. Adam réalisa qu'il ne pouvait plus imaginer l'appartement sans les dessins d'Emily sur les murs, sans ses jouets éparpillés, sans ses questions impossibles. Sans elle, la maison avait de la vie maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, lui aussi. La nuit tomba silencieusement sur la ville, la lune presque pleine projetant de douces ombres à travers l'appartement d'Adam. Il était presque 2 heures du matin quand il s'endormit enfin, épuisé après une journée de travail particulièrement intense. Le sommeil vint rapidement et profondément, sans rêve, jusqu'à ce qu'un son le tire de l'inconscience.
un cri étouffé suivi de pas pressés dans le couloir. Adam ouvrit les yeux, désorienté un instant. La porte de la chambre s'entr'ouvrit en grinçant, laissant entrer un faisceau de lumière du couloir. « Adam !» La voix d'Émilie était petite et tremblante. Il s'assit dans son lit, allumant la lampe de chevet. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte, son corps minuscule tremblant. Elle portait le pyjama licorne qu'ils avaient acheté le week-end, et elle serrait fort son ours en peluche. Son visage était strié de larmes, ses yeux grands ouverts de peur. « Émilie, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, instantanément alerte. Elle ne répondit pas. Elle courut simplement vers le lit et grimpa avec une agilité surprenante, s'accrochant à Adam comme si sa vie en dépendait. Son petit corps tremblait contre sa poitrine. « Et, c'est bon » murmura Adam en la serrant automatiquement. C'était un cauchemar ? Émilie hocha la tête contre son épaule, ne relâchant pas son étreinte. Adam pouvait sentir les larmes tremper son t-shirt, le tremblement qui parcourait son corps. « Tu veux me raconter ce que tu as rêvé ?» demanda-t-il doucement, lui caressant les cheveux. Pendant un long moment, Émilie ne répondit pas. Quand elle parla enfin, sa voix était si basse qu'Adam dut se pencher pour l'entendre. « J'ai rêvé que j'étais de retour sur le banc, toute seule. Il neigeait beaucoup plus qu'avant, et j'appelais, mais personne ne venait. » Adam sentit une oppression dans sa poitrine. Ces derniers jours, Émilie avait rarement mentionné le banc où elle avait été abandonnée. Il avait même espéré, avec optimisme, qu'elle était peut-être en train d'oublier. Apparemment, la peur ne s'était que cachée sous la surface. « Ce n'était qu'un rêve », essaya-t-il de la rassurer. « Tu es en sécurité ici. » Émilie s'éloigna un peu, juste assez pour regarder Adam dans les yeux. Son petit visage était sérieux, ses yeux toujours brillants de larmes. « Tu vas disparaître toi aussi ?» La question frappa Adam comme un coup de poing. 4 mots simples qui portaient le poids d'un abandon qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. 4 mots qui révélaient la peur qui vivait en elle jour après jour, même quand elle dessinait des maisons colorées et riait devant des dessins animés. À ce moment-là, Adam comprit pleinement ce que signifiait avoir Émilie dans sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de lui fournir un toit, de la nourriture, des vêtements, c'était bien plus. C'était de promettre la présence, la constance, la sécurité émotionnelle. Il tint les petites mains d'Émilie dans les siennes. Elles étaient si petites, si vulnérables. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner cet enfant ? « Émilie, regarde-moi » dit-il, gardant sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Je suis là. Je resterai. » Ses yeux étudièrent son visage, cherchant des signes de mensonge ou d'hésitation. Adam soutint son regard, la laissant voir la vérité dans ses yeux. « Promis ?» demanda Émilie, sa voix à peine un murmure. « Je le promets. » Ce fut une promesse simple, juste 2 syllabes, mais Adam en ressentit le poids, la responsabilité. Et étonnamment, il n'avait pas peur. Pour la première fois depuis des années, l'engagement ne l'effrayait pas. Au contraire, il semblait le seul chemin possible. Émilie continua de le regarder pendant quelques secondes encore, comme si elle évaluait la sincérité de la promesse. Puis, lentement, la tension commença à quitter son corps. Ses épaules se détendirent, sa respiration devint plus régulière. « Je peux rester ici ?» demanda-t-elle, s'installant déjà contre l'oreiller. « Bien sûr, » répondit Adam, « juste pour ce soir. » Mais au fond de lui, il savait que ce ne serait pas juste une nuit. C'était un tournant, une frontière franchie. Il s'allongea à côté d'Émilie, qui se blottit immédiatement plus près, l'ours en peluche serré entre eux. Adam tira la couette sur eux et éteignit la lampe. Dans le noir, il pouvait entendre la respiration d'Émilie devenir de plus en plus calme. La tempête de la peur était passée. Du moins pour l'instant. « Adam !» Sa voix vint doucement dans l'obscurité. « Oui ? Tu penses qu'elle reviendra un jour ?» Adam ferma les yeux. Il savait exactement de qui Émilie parlait, la question qu'il se posait chaque nuit en pensant à ce qui se passerait si la mère d'Émilie réapparaissait. « Je ne sais pas, Émilie, » répondit-il honnêtement. « Mais quoi qu'il arrive, tu ne seras plus jamais seule. Je te le promets. » Émilie resta silencieuse si longtemps qu'Adam pensa qu'elle s'était endormie. Puis sa voix revint, encore plus douce. « D'accord. » 2 mots simples qui portaient un monde de sens, une acceptation, un début de confiance. Adam regarda Émilie céder enfin au sommeil, son visage se détendant, ses longs cils reposant sur ses joues encore marquées par des larmes séchées. Il sentit une vague de protection si intense qu'elle en devint presque douloureuse.
Au cours des dernières semaines, depuis qu'il avait trouvé Émilie dans cette poubelle, sa vie avait complètement changé. Au début, il s'était dit que c'était temporaire, qu'il trouverait sa famille ou un endroit approprié pour elle, qu'il retournerait à sa vie normale, organisée, prévisible. Mais maintenant, en regardant la petite fille endormie à côté de lui, Adam savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il ne voulait pas revenir en arrière. La vie qu'il avait avant lui semblait maintenant vide, comme une maison sans meubles, fonctionnelle mais sans but ni chaleur. Émilie remua dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Instinctivement, Adam lui caressa les cheveux, un geste qui était déjà devenu naturel. Elle soupira et se rendormit profondément, la peur du cauchemar apparemment oubliée. En dehors de la pièce, le monde continuait, des voitures passant occasionnellement dans la rue, le bourdonnement lointain de la ville qui ne dort jamais complètement. Mais là, dans ce petit espace entre eux, quelque chose de nouveau s'était formé. Un engagement silencieux, une promesse mutuelle. Émilie commençait à croire qu'elle ne serait plus abandonnée, et Adam, étonnamment, se retrouvait à vouloir être digne de cette confiance, non par obligation ou par pitié, mais parce que quelque chose en lui avait changé, grandi, s'était ouvert. Il ferma les yeux, sentant la chaleur de la petite main d'Émilie tenant toujours la sienne, même dans son sommeil, une ancre, une connexion. « Je resterai », murmura-t-il à nouveau, plus à lui-même qu'à elle. Et pour la première fois depuis longtemps, Adam dormit sans agitation, sans le vague sentiment qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Le silence de l'appartement, autrefois un confort stérile, était maintenant rempli par la douce respiration d'Émilie et une certitude croissante dans le cœur d'Adam. Il ne s'occupait pas seulement d'Émilie, il prenait soin l'un de l'autre. Le mois de mars arriva avec les premiers signes du printemps. De petits bourgeons verts apparurent sur les arbres du parc, et le soleil perça occasionnellement les nuages, apportant une chaleur timide. Adam et Émilie avaient établi une routine confortable, un petit monde à deux qui fonctionnait avec une harmonie surprenante. Ce samedi après-midi, assis à la table de la cuisine, Adam préparait des rapports de travail pendant qu'Émilie dessinait. C'était un arrangement qu'ils appréciaient tous les deux, la compagnie tranquille, chacun à sa tâche, échangeant occasionnellement des regards ou des commentaires. Adam leva les yeux de son ordinateur portable quand Émilie lui tendit un morceau de papier. « Regarde ce que j'ai fait », dit-elle avec cette fierté particulière que les enfants ont pour leur création. Adam regarda le dessin. Comme toujours, Émilie avait dessiné deux personnages se tenant la main, elle et lui, tels qu'ils apparaissaient dans presque tous ses dessins. Mais cette fois, il y avait une troisième personne, une femme avec une robe bleue et de longs cheveux foncés, similaires à ceux d'Émilie. « Qui est-ce » demanda Adam, bien qu'il connût déjà la réponse. Émilie désigna la silhouette avec une expression sérieuse. « C'est maman. Elle doit me chercher. » Adam sentit une oppression dans sa poitrine. Ces dernières semaines, Émilie parlait rarement de sa mère. Elle s'était si bien adaptée à sa nouvelle vie qu'il oubliait parfois presque la situation temporaire dans laquelle il se trouvait. « C'est un très beau dessin », commenta-t-il, gardant sa voix neutre. « Te souviens-tu à quoi ressemblait le visage de ta maman » Émilie fronça les sourcils de concentration. « Elle était jolie, répondit-elle finalement. Et elle me chantait pour dormir. Qu'est-ce que tu te souviens d'autre d'elle ? Elle portait cette robe bleue quand elle devait demander de l'argent dans la rue. Elle disait que c'était sa robe porte-bonheur. » Adam hocha la tête, essayant d'intégrer cette nouvelle information avec le peu qu'il savait. Une jeune femme nommée Chelsea qui vivait dans la rue avec sa fille, qui ne possédait qu'une seule robe bleue spéciale, qui avait abandonné sa fille de 4 ans sur un banc de parc pendant l'hiver. « Elle te manque » demanda-t-il prudemment. Émilie resta silencieuse un instant, ses yeux fixés sur le dessin. « Parfois, répondit-elle finalement. Mais maintenant, je tais-toi. » La simplicité de la réponse frappa Adam de plein fouet. Il déglutit, essayant d'ignorer la vague d'émotion qui le submergeait. « Oui, tu m'as » confirma-t-il en tendant la main pour lui caresser les cheveux. Émilie sourit et retourna à son dessin, semblant satisfaite. Mais Adam ne pouvait plus se concentrer sur son travail. Il regarda le dessin et une certitude grandit en lui, il devait retrouver Chelsea. Non pas parce qu'il voulait rendre Émilie ou la pensée d'être séparés d'elle était maintenant impensable, mais parce qu'ils méritaient tous les deux des réponses. Émilie avait besoin de savoir pourquoi elle avait été abandonnée, et Adam avait besoin de comprendre à qui il avait affaire, quel genre de personne laisserait un enfant seul dans le froid. Et bien qu'il essayât de ne pas y penser, il y avait la possibilité réelle que Chelsea revienne un jour, cherchant sa fille. Il devait être préparé à cela. Quand Émilie s'endormit finalement cette nuit-là,
Adam s'assit dans le salon avec son ordinateur portable. Il ne savait pas par où commencer. Il n'avait qu'un prénom, Chelsea, et la connaissance qu'elle et Emily avaient vécu dans la rue, dormant parfois dans une voiture. Il commença par chercher des refuges pour sans-abri dans la ville. Il y en avait des dizaines, certains spécifiques aux femmes avec enfants. Il fit une liste, prévoyant de visiter chacun d'eux. Il chercha également des groupes de soutien, des organisations d'aide sociale, des soupes populaires, tout endroit où les personnes sans abri pourraient chercher de l'aide. Ce serait une recherche discrète, il ne voulait pas impliquer les autorités, du moins pas encore. La peur de perdre Emily au système de placement était toujours très réelle. Adam ferma son ordinateur portable après minuit, se frottant les yeux fatigués. Ce serait une recherche difficile, peut-être futile, mais il devait essayer, pour Emily et aussi pour lui-même. Les jours suivants apportèrent plus d'indices sur le passé d'Emily, de petites histoires qui émergèrent aux moments les plus inattendus. Pendant son bain, alors qu'Adam lui shampouinant les cheveux, elle commenta nonchalamment « Maman et moi prenions des bains dans la salle de bain du centre commercial parfois. » Elle disait que c'était une aventure. Au parc, regardant un jeune couple avec un bébé, maman disait que j'étais le plus beau cadeau qu'elle ait jamais eu. Mais parfois, elle pleurait la nuit quand elle pensait que je dormais. Au coucher, alors qu'Adam l'abordait, nous dormions dans la voiture quand il pleuvait. C'était petit, mais maman faisait un fort avec des couvertures. Chaque révélation était comme une pièce d'un puzzle. Adam les collectait mentalement, essayant de se faire une idée de la vie qu'Emily avait avant. Une vie de privation, certainement, de froid et de faim, mais aussi, apparemment, d'amour. L'idée le confondait. Comment quelqu'un qui aimait sa fille pouvait-il l'abandonner? Le dimanche suivant, Adam emmena Emily au zoo. Elle n'avait jamais vu la plupart des animaux en personne, seulement dans des livres ou à la télévision. Sa joie était contagieuse, courant d'un enclos à l'autre, posant des questions sans fin. Les lions dorment-ils dans des lits? Les girafes ont-elles mal au cou? Les singes ont-ils une maman et un papa comme nous? Adam répondait patiemment, émerveillé par sa curiosité insatiable. Ils s'arrêtèrent pour une collation à la cafétéria du zoo. Tandis qu'Emily grignotait un sandwich, ses yeux suivirent une famille à la table voisine, un père, une mère et 2 petits-enfants. « Tu as une maman et un papa, Adam ?» demanda-t-elle soudainement. La question le prit au dépourvu. « J'en ai, » répondit-il. « Ils vivent loin d'ici. Ils sont gentils ?» Adam sourit en pensant à ses parents, qui appelaient religieusement tous les dimanches soirs. « Ils le sont, oui. Je pense que tu les aimerais. » Emily considéra cela sérieusement tandis qu'elle buvait son jus. Maman disait que mon papa était un prince qui avait dû partir dans un pays lointain. Dit-elle finalement. Mais je crois que ce n'était qu'une histoire. Adam hocha la tête, ressentant une pointe de tristesse pour la désillusion précoce dans le ton d'Emily. Parfois, les adultes racontent des histoires parce que la vérité est compliquée, expliqua-t-il doucement. Emily haussa les épaules. C'est bon. Je tais-toi maintenant. Il y avait encore cette confiance simple et absolue qui le laissait toujours sans voix. Le lendemain matin, Adam commença sa recherche. Il utilisa sa pause déjeuner pour visiter un refuge pour sans-abri à quelques pâtés de maison de son bureau. Une travailleuse sociale d'âge moyen, aux yeux gentils et à l'expression fatiguée, écouta attentivement son histoire. « Je ne peux pas fournir d'informations sur nos clients, » expliqua-t-elle poliment, « mais je peux demander si quelqu'un connaît cette personne. » Adam lui montra une photo d'Emily qu'il gardait dans son portefeuille. « La mère s'appelle Chelsea. Je ne connais pas son nom de famille. Elle a les cheveux foncés, probablement dans la vingtaine. Elle portait une robe bleue quand elle faisait la manche. » La femme hocha la tête, notant l'information. « Laissez vos coordonnées. Si je trouve quelque chose, je vous contacterai. » Adam la remercia et partit sans grand espoir. Ce serait une longue recherche. Les jours suivants, il visita 3 autres refuges, une soupe populaire qui servait des repas gratuits, et même une clinique mobile qui servait les sans-abri. Dans chaque endroit, il laissait la même description, la même photo, le même numéro de téléphone. Dans aucun, il n'obtint de réponse concrète. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Emily mentionna nonchalamment « Maman savait faire de la soupe avec n'importe quoi. Elle disait que c'était magique. » Adam la regarda, intéressé. « Vraiment? Quel genre de soupe? » « Avec des choses qu'on nous donnait, » répondit Emily en mettant la table avec soin. « Tout ce qu'on trouvait. Elle la faisait dans une boîte de conserve avec un petit feu. » Adam imagina la scène. Une jeune femme cuisinant dans une boîte de conserve sur un feu de fortune,
essayant de nourrir sa fille avec le peu qu'elle avait. L'image était douloureuse. Elle semblait très intelligente, commenta-t-il, gardant sa voix légère. Elle l'était, sourit Émilie, fière. Elle savait faire beaucoup de choses. Après le dîner, tandis qu'Émilie regardait un dessin animé, Adam chercha sur son ordinateur portable les zones de la ville où les sans-abri avaient tendance à se rassembler. Il y avait quelques endroits connus, sous des ponts spécifiques, près de certains passages supérieurs, dans certains parcs. Il fit une nouvelle liste, prévoyant de visiter chacun de ces endroits dans les jours à venir. En fermant son ordinateur portable, ses yeux tombèrent sur le dessin qu'Émilie avait fait, les 3 personnages se tenant la main, la femme en robe bleue. Il était maintenant scotché sur le réfrigérateur, parmi tant d'autres dessins. Qui était cette femme, vraiment? Qu'est-ce qui l'avait poussé à vivre dans la rue avec une petite enfant? Qu'est-ce qui l'avait poussé à abandonner sa fille? Regrettait-elle maintenant? Cherchait-elle Émilie, comme la petite fille le croyait? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela signifierait pour eux? Adam soupira, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait prise. Chaque jour qui passait, son lien avec Émilie se renforçait. La pensée de la perdre était trop douloureuse à envisager. Mais il ne pouvait pas fuir la vérité. Émilie avait une mère, une histoire avant lui, et il devait la découvrir. Le lendemain matin, avant de partir travailler, Adam regarda Émilie manger son petit déjeuner. Elle souriait, balançant ses petites jambes sous la chaise, lui racontant un rêve qu'elle avait eu sur des éléphants roses. « Je dois travailler tard aujourd'hui, » dit Adam, détestant le petit mensonge. « Martha restera avec toi jusqu'à ce que je revienne. » Émilie hocha la tête, habituée à la routine avec la nounou. « D'accord. Nous allons faire des biscuits aujourd'hui. » Adam sourit et lui embrassa le haut de la tête. « Gardez-en pour moi. » En quittant l'appartement, il sentit sa détermination grandir. Il visiterait le premier endroit sur la liste aujourd'hui, et il continuerait à chercher jusqu'à ce qu'il trouve des réponses pour Émilie, qui méritait de connaître la vérité sur son passé, et pour lui-même, qui avait besoin de comprendre l'avenir qui les attendait. Une recherche silencieuse, sans promesse, sans attente déclarée, juste le besoin de compléter une histoire qui avait commencé sur un banc de parc froid, où une enfant avait attendu pendant 3 jours quelqu'un qui n'était jamais revenu. Après 3 semaines de recherche, Adam n'avait toujours pas trouvé de traces concrètes de Chelsea. Il avait visité des refuges, des centres d'aide sociale, parlé à des sans-abri, mais personne ne semblait avoir d'informations précises sur la mère d'Émilie. Certains se souvenaient vaguement d'une jeune femme avec un enfant, d'autres mentionnaient une robe bleue, mais rien d'assez solide pour donner suite. C'est au cours de cette recherche qu'Adam réalisa quelque chose qu'il aurait dû remarquer avant. Émilie n'avait pas de documents, pas de certificat de naissance, pas de carte d'assurance maladie, pas de dossier scolaire, rien qui prouvait officiellement son existence. Initialement, Adam pensa simplement continuer comme ils étaient. Après tout, les choses fonctionnaient bien. Émilie était heureuse, en sécurité, s'adaptant à une vie normale. Martha, la nounou, s'occupait d'elle pendant ses heures de travail, et les deux développaient une routine qui semblait fonctionner pour eux deux. Mais ensuite, la fièvre arriva. Ça a commencé un mardi soir. Émilie était silencieuse pendant le dîner, son visage normalement rosé maintenant pâle, à l'exception de taches rouges sur ses joues. « Tu te sens bien ?» demanda Adam, remarquant qu'elle avait à peine touché sa nourriture. Émilie secoua simplement la tête, une chose rare pour une enfant si bavarde. Quand il lui toucha le front, Adam sentit immédiatement la chaleur. Elle brûlait. La panique initiale fut suivie de l'action. Un bain tiède, un réducteur de fièvre pour enfant qu'il avait acheté pour sa petite trousse de premier secours, des liquides, tout ce qu'il avait appris de ses recherches frénétiques sur les soins aux enfants au cours des premières semaines avec Émilie. Mais quand la fièvre ne tomba pas après quelques heures, Adam sut qu'ils avaient besoin d'une aide médicale. Les urgences pédiatriques étaient bondées, comme toujours. Des enfants qui pleuraient, des parents inquiets, l'atmosphère familière d'anxiété qui règne dans les salles d'urgence. Quand vint enfin leur tour, l'infirmière regarda Émilie avec une sympathie professionnelle. « Nom complet ?» demanda-t-elle, prête à taper dans le système. « Émilie » répondit Adam, réalisant soudain le problème. « Émilie Moore. » L'infirmière hocha la tête, ne remarquant pas son hésitation. « Lieu de naissance ?» Adam se figea. Il n'avait aucune idée de la date de naissance d'Émilie. Il n'en avait jamais parlé. « Je ne suis pas sûr de la date exacte, » admit-il. « Elle a 4 ans. » L'infirmière leva les yeux, plus attentive maintenant. « Carte d'assurance maladie ? Toute pièce d'identité ? » « Je n'ai rien apporté, » dit Adam, son anxiété grandissant.
c'était une urgence. L'infirmière le regarda un instant, puis regarda Émilie, qui était recroquevillée sur les genoux d'Adam, clairement malade. « Êtes-vous son père » La question qu'Adam redoutait. « Je suis son tuteur maintenant », répondit-il, optant pour une vérité partielle. « Nous sommes en train de régulariser sa garde. » Ce n'était pas exactement un mensonge, juste une intention qui venait de se former. L'infirmière le regarda quelques secondes de plus, puis soupira. « Nous allons d'abord soigner l'enfant, nous réglerons les papiers plus tard. Mais vous devrez régulariser cela, monsieur. »« Oui, je sais. Merci. » Émilie fut traitée, médicamentée et diagnostiquée avec une infection de la gorge. Rien de grave, mais cela aurait pu être pire sans traitement. Quand ils rentrèrent à la maison, Émilie dormant enfin grâce aux médicaments, Adam s'assit dans le salon avec une clarté qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Émilie devait exister officiellement. Elle avait besoin de documents, de dossiers, d'une place dans le système qui la protégerait. Le lendemain matin, après avoir laissé Émilie avec Martha, Adam n'alla pas au bureau. Au lieu de cela, il se rendit au tribunal, déterminé à entamer les démarches légales. Le bâtiment était imposant, froid, plein de couloirs identiques et de portes fermées. Adam se sentait petit là-bas, perdu parmi les panneaux et les directions confuses. Il trouva finalement la division famille et enfants. Une femme d'âge moyen, des lunettes sur le bout du nez, écouta son histoire avec une expression impénétrable. « Laissez-moi bien comprendre, dit-elle quand Adam eut terminé. Vous avez trouvé un enfant abandonné, au lieu de contacter les autorités, vous l'avez simplement ramené chez vous ? Dit comme ça sonnait terrible, criminel même. Je sais que j'aurais dû suivre les procédures, admit Adam, mais elle était si effrayée. Et maintenant, nous avons formé une famille. Je veux faire les choses correctement, tout légaliser. » La femme le regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur Moore, les enfants ne sont pas des chats errants que l'on peut adopter. Il y a des lois, des procédures. » Je comprends. C'est pourquoi je suis ici. La procédure standard serait de référer la mineure au service de protection de l'enfance. Elle serait sous la garde de l'État pendant qu'il recherche des proches, et seulement alors, si personne ne la réclame, elle entrerait dans la file d'attente d'adoption. L'estomac d'Adam se serra. La pensée d'Émilie dans un foyer institutionnel, loin de lui, était insupportable. Et il n'y a pas d'autre option ? Nous sommes ensemble depuis presque 2 mois. Elle me fait confiance. Elle est heureuse. La femme soupira, paraissant momentanément plus humaine. Il y a la possibilité d'une tutelle provisoire pendant que l'affaire est instruite, mais nous aurions besoin d'un rapport de travailleur social, d'une évaluation psychologique, d'une preuve de revenu, d'une résidence fixe. J'ai tout ça, interrompit Adam, l'espoir grandissant. Je peux apporter tous les documents demain. Et l'enfant devra être enregistré. Sans certificat de naissance, rien ne peut être fait. Comment je fais ça si je ne sais pas quand elle est née, ni même le nom de famille de sa mère ? Il y a une procédure d'enregistrement de naissance tardive. C'est complexe, mais possible. Adam hocha la tête, sentant une détermination grandir en lui. Je ferai tout ce qu'il faut. Il quitta le palais de justice avec une liste de documents, des formulaires et une pile de papiers à remplir. La bureaucratie était décourageante, les délais longs, les garanties inexistantes. Mais en rentrant chez lui, auprès d'Émilie, Adam ressentit une certitude qu'il n'avait pas eue auparavant. C'était la bonne chose à faire, la chose nécessaire, la chose inévitable. Quand il arriva à l'appartement, il trouva Émilie déjà mieux, dessinant à la table du salon pendant que Martha préparait le déjeuner. Son visage s'illumina quand elle vit Adam. « Tu es rentré tôt !» s'exclama-t-elle en courant pour le serrer dans ses bras. Adam la souleva, sentant la chaleur réconfortante de son petit corps, la confiance avec laquelle elle se blottit contre lui. « Oui, je suis rentré », répondit-il en lui embrassant le haut de la tête. « J'ai dû m'occuper de choses importantes. »« Quelles choses ?» Adam sourit, se reculant pour la regarder dans les yeux. « Des choses qui te concernent, Émilie, qui te feront exister pour le monde entier. » Elle fronça les sourcils, confuse. « Mais j'existe déjà. » Adam rit doucement. « Oui, tu existes. Mais le monde ne le sait pas encore. Et il est temps de présenter officiellement. » Alors qu'Émilie retournait à ses dessins, satisfaite de l'explication, Adam regarda la pile de documents dans son dossier. Le chemin serait long, difficile, semé d'embûches. Mais il était déterminé. « Si le monde n'a jamais vu Émilie, murmura-t-il à lui-même, alors le monde va devoir la rencontrer maintenant. »
Alors que les procédures légales avançaient à leur rythme lent, la vie d'Adam et d'Emily prenait son propre rythme. Avril arriva avec des jours plus chauds et des ciels plus bleus. La ville fleurissait de couleurs après l'hiver rigoureux, et la même chose semblait se produire à l'intérieur de l'appartement qui était maintenant vraiment une maison. Les dimanches matins devinrent sacrés. Adam, qui passait ses week-ends à dormir ou à travailler, se levait maintenant tôt avec une excitation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le rituel des crêpes du dimanche commença par hasard, quand Emily mentionna qu'elle n'en avait jamais mangé. « Comment ça, tu n'as jamais mangé de crêpes ?» demanda Adam, choqué par la révélation. Emily haussa les épaules, à la manière qu'elle avait quand elle parlait de sa vie passée. Maman ne savait pas les faire, et nous n'allions pas au restaurant. Ce même matin, Adam improvisa une recette qu'il avait vue en ligne. Les premières tentatives furent désastreuses, crêpes crues à l'intérieur, brûlées à l'extérieur, certaines si fines qu'elles ressemblaient à du papier. Emily regardait tout avec fascination, assise sur un tabouret près du comptoir, son menton reposant dans ses mains. « Ce n'est pas grave si ce n'est pas bon », consola-t-elle en voyant la frustration d'Adam. « Nous pouvons prendre des céréales. » Mais Adam était déterminé. À la troisième tentative, il produisit quelque chose qui ressemblait à une vraie crêpe. Il la servit à Emily avec du beurre et du sirop d'érable, la regardant anxieusement prendre la première bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent et un lent sourire se répandit sur son visage. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée de ma vie », déclara-t-elle avec la solennité que seuls les enfants peuvent employer pour décrire les sucreries. À partir de ce jour, les crêpes devinrent une tradition. Adam perfectionna la recette, expérimenta des variations avec des fruits, du chocolat, de la cannelle. Emily l'aidait à mélanger la pâte, son visage concentré, sa langue dépassant du coin de la bouche alors qu'elle remuait avec toute la force de ses petits bras. « Remue plus vite », encourageait Adam en riant de son enthousiasme. « Je remue aussi vite que je peux », répondait-elle, déterminée. La cuisine finissait toujours en désordre, de la farine sur le sol, des gouttes de pâte sur le comptoir, du sirop collant à des endroits improbables. Mais le son des rires et l'odeur sucrée qui remplissait l'appartement valait chaque minute de nettoyage après. La visite à la bibliothèque commença par nécessité. Emily grandissait intellectuellement chaque jour, sa curiosité insatiable, ses questions de plus en plus complexes. Les quelques livres pour enfants qu'Adam avait achetés n'étaient plus suffisants. La bibliothèque publique était à quelques pâtés de maison de l'appartement, un vieux bâtiment aux colonnes imposantes et une section pour enfants colorée et accueillante au premier étage. Lors de la première visite, Emily resta paralysée à l'entrée, ses yeux parcourant les étagères remplies de livres. « Ils sont tous vrais ?» murmura-t-elle, comme dans un lieu sacré. « Oui », sourit Adam. « Et tu peux choisir ceux que tu veux emporter chez toi. » Emily le regarda incrédule. « Combien ? 5 aujourd'hui. Quand tu auras fini, nous reviendrons en prendre d'autres. » La sélection était un processus sérieux. Emily examinait les couvertures, feuilletait les pages, considérait les illustrations avec le sérieux d'une critique littéraire. Adam l'observait, émerveillé par sa concentration. « Celui-ci a un dragon », réfléchit-elle en lui montrant un livre, mais celui-ci a une fille astronaute. Le dilemme était clair sur son visage. « Nous pouvons prendre les deux », suggéra Adam. Ses yeux brillèrent. « Vraiment ? » Et ainsi, la bibliothèque devint une partie de leur routine. 2 fois par semaine, ils s'y rendaient ensemble, rendaient les anciens livres et en choisissaient de nouveaux. La bibliothécaire, une dame aux cheveux gris avec un sourire gentil, les connut rapidement. « Votre fille est une lectrice vorace », commenta-t-elle une fois en enregistrant les livres. « Ce n'est pas courant de voir ça chez des enfants si jeunes. » Adam ne corrigea pas l'erreur. Il sourit simplement, une chaleur se répandant dans sa poitrine en entendant Emily appeler sa fille. L'idée du fort vint un jour de pluie. Emily était agitée, confinée à l'intérieur de l'appartement, son corps plein d'énergie non dépensée. « Et si nous construisions un fort ?» suggéra Adam, se souvenant de sa propre enfance. « Un vrai fort ?» demanda Emily, les yeux grands ouverts. « Avec des draps et des oreillers. Mais ça semblera réel, je te le promets. » Ils passèrent tout l'après-midi à la construction. Adam rassembla tous les draps, couvertures et oreillers de l'appartement. Ils utilisèrent des chaises comme support, sécurisèrent les coins avec de lourds livres et ajustèrent la hauteur avec des balais stratégiquement placés. Emily dirigea l'opération avec une autorité surprenante. « Ce côté est trop bas », faisait-elle remarquer. « Nous avons besoin de plus d'espace à l'intérieur. » Quand ils eurent enfin terminé,
ils avaient transformé le salon en une structure impressionnante. Un plafond de drap blanc créait un espace magique illuminé par la douce lumière filtrant à travers le tissu. Le sol était tapissé de coussins moelleux, créant un nid douillet. « C'est parfait », déclara Émilie en rampant à l'intérieur. Adam la suivit, surpris de constater que même s'il devait se pencher, il tenait confortablement. Ils s'allongèrent côte à côte, regardant le plafond improvisé, écoutant le son de la pluie à l'extérieur. « C'est le plus beau jour de ma vie », murmura Émilie. Adam tourna la tête pour la regarder, son cœur se serrant devant la simplicité de la déclaration. Comment quelque chose d'aussi simple, un fort de drap un jour de pluie, pouvait-il être le plus beau jour de la vie de quelqu'un? « Nous pouvons faire ça quand tu veux, » promit-il. Émilie sourit, ses yeux déjà lourds de sommeil. Elle s'endormit là, dans le fort, pendant qu'Adam racontait des histoires inventées de princesses courageuses et de dragons amicaux. Les dimanches au parc devinrent sacrés. Après les crêpes, ils marchaient ensemble jusqu'au grand parc de la ville. Émilie, autrefois timide et réservée dans les espaces ouverts, courait maintenant librement à travers les pelouses, grimpant sur les équipements de jeu, glissant et se balançant de plus en plus haut. « Regarde comme je suis haute !» criait-elle depuis la balançoire, son visage un masque de pure joie. Adam l'observait, ressentant un mélange de fierté et de cette peur constante qui semblait accompagner le fait de s'occuper d'un enfant. Et si elle tombait? Et si elle se blessait? Mais il y avait aussi une certitude grandissante, Émilie avait besoin de cette liberté. Elle avait besoin de courir, de tomber, de se relever, d'essayer encore. Elle avait besoin de sentir le vent sur son visage, l'herbe sous ses pieds, le soleil dans ses cheveux. Elle avait besoin d'être une enfant. Et ainsi, même avec le cœur serré, Adam la laissa voler. Il la regardait de loin, toujours prêt à courir si nécessaire, mais la laissant explorer le monde par elle-même. Les soirées étaient peut-être les moments les plus précieux. Après son bain, dans un pyjama propre et odorant, Émilie se blottissait dans son lit tandis qu'Adam prenait le livre de la nuit. « Quel chapitre lisons-nous aujourd'hui » demandait-elle, bien qu'elle sût exactement où il s'était arrêté. Adam s'asseyait sur le bord du lit, ouvrait le livre et commençait à lire. Sa voix changeait pour chaque personnage, grave pour l'ours, aiguë pour l'écureuil, mystérieuse pour le narrateur. Émilie écoutait, hypnotisée, ses yeux suivant les illustrations, posant occasionnellement des questions ou faisant des prédictions sur ce qui allait se passer ensuite. Parfois, elle s'endormait avant la fin du chapitre, son corps se relaxant progressivement, sa respiration devenant plus profonde. Adam continuait à lire pendant quelques minutes, juste pour le plaisir de la regarder dormir paisiblement, en sécurité, en paix. Dans ces moments, quand l'appartement était silencieux à l'exception du doux son de la respiration d'Émilie, Adam ressentait une clarté qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Ce n'était pas temporaire. Il ne s'agissait pas seulement de s'occuper d'un enfant abandonné jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. C'était la vie. C'était de vrais jours, de vrais moments, des souvenirs se construisant brique par brique. En refermant le livre et en éteignant la lumière, ne laissant que la petite veilleuse en forme d'étoile qu'Émilie avait insisté pour acheter, Adam comprit enfin, il ne s'occupait pas seulement d'elle, il vivait avec elle. Et il ne pouvait plus imaginer une vie différente de celle-ci. Mais arriva, apportant des fleurs au jardin de la ville et des nouvelles inattendues pour Adam. L'appel téléphonique arriva un mardi, alors qu'il terminait une réunion au bureau. Monsieur Moore, ici Sarah de Hopos, le refuge pour femmes du centre-ville. Adam sentit son cœur s'emballer. Il avait visité ce refuge 3 semaines plus tôt, dans le cadre de sa recherche systématique de Chelsea. Oui, je vous écoute. Nous avons admis une femme hier. Elle a vu la photo que vous nous avez laissée. Elle dit qu'elle s'appelle Chelsea et que la fille sur la photo est sa fille. Adam ferma les yeux un instant, essayant de traiter l'information. Après des mois de recherche, enfin. Est-elle là maintenant? Oui. En fait, elle a demandé si vous pouviez venir. Elle, eh bien, elle n'est pas en bonne santé. 20 minutes plus tard, Adam se gara près du petit bâtiment en briques apparentes qui abritait Hopos. C'était un endroit simple, mais propre et bien entretenu, un refuge pour les femmes vulnérables. Sarah l'attendait à l'entrée, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux gentils et à l'expression lasse. « Merci d'être venu si vite », dit-elle en le guidant à l'intérieur. « Chelsea est dans un endroit plus privé. Je dois vous prévenir, elle est très faible. » Ils marchèrent dans un couloir jusqu'à une petite pièce à l'arrière du bâtiment. Sarah frappa doucement à la porte avant de l'ouvrir. « Chelsea, Monsieur Moore est là. » Adam entra et eut besoin de quelques secondes pour que ses yeux s'habituent à la pièce faiblement éclairée.
Une femme était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, couverte d'une fine couverture. Malgré la chaleur de la journée, son visage était pâle, presque translucide, encadré par de fins cheveux foncés qui tombaient sans vie autour de ses traits. Mais les yeux, Adam les reconnut immédiatement. Ils étaient les mêmes que ceux d'Emily, grands, foncés, expressifs. « Vous l'avez trouvé, » dit Chelsea, sa voix à peine un murmure. « Vous avez trouvé mon Emily. » Adam s'approcha lentement, s'asseyant sur la chaise en face d'elle. De près, il pouvait voir à quel point elle était malade. Son corps, bien trop maigre, semblait presque disparaître sous la couverture. Les os de son visage étaient saillants, sa peau avait un teint jaunâtre qui parlait de dysfonctionnement hépatique. « Oui, » répondit-il doucement, « elle va bien. Elle est en sécurité. » Les yeux de Chelsea se remplirent de larmes qui bientôt coulèrent le long de ses joues creuses. « Dieu merci, » murmura-t-elle. Chaque nuit, je priais pour que quelqu'un de bien la trouve, quelqu'un qui pourrait lui donner ce que je ne pouvais pas. Adam essaya de contenir la colère qu'il ressentait encore. Comment une mère pouvait-elle abandonner son enfant sur un banc de parc en hiver? Mais en regardant Chelsea maintenant, la colère commença à faire place à quelque chose de plus complexe. Pourquoi l'avez-vous laissée seule? Elle a attendu des jours. Chelsea ferma les yeux, comme si la question était une douleur physique. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, répondit-elle finalement. Les médecins m'ont donné quelques mois. Un cancer du foie, stade terminal. Elle fit une pause, respirant avec difficulté. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour rester avec elle, de la famille, des amis, les services sociaux. Mais je n'ai pas de famille. Les amis que j'avais étaient aussi perdus que moi. Et les services sociaux, j'avais peur qu'ils la mettent dans un mauvais endroit, qu'ils la séparent de moi avant que je puisse dire un vrai au revoir. Adam écouta en silence, essayant de comprendre. Alors vous avez décidé de la laisser sur un banc de parc? Chelsea secoua la tête, les larmes coulant silencieusement. Ce n'était pas comme ça. Sa voix faiblit. Je l'ai emmenée avec moi à l'hôpital ce jour-là. Je me sentais très mal. Pendant que nous attendions, je lui ai demandé de rester sur le banc, sur la place en face, pendant quelques minutes, pendant que je parlais à la réceptionniste. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant visiblement ses forces pour continuer. J'ai perdu connaissance à l'intérieur de l'hôpital. Quand je me suis réveillé, j'étais aux soins intensifs. J'avais perdu tellement de sang. J'ai été sédaté pendant 3 jours. Quand j'ai enfin pu parler, la première chose que j'ai demandé, c'était Emily. Personne ne savait de qui je parlais. Personne ne l'a vue. Adam ferma les yeux, les pièces du puzzle s'assemblant, 3 jours. Les mêmes 3 jours qu'Emily avait attendu. Quand ils m'ont libéré, j'ai couru vers le banc. Elle n'était pas là. J'ai cherché partout, demandé à tous ceux qui passaient. J'étais trop faible pour aller loin. J'ai fini par m'évanouir à nouveau et je suis retourné à l'hôpital. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Demanda Adam. Un triste sourire apparut sur les lèvres gercées de Chelsea. Les gens comme moi évitent la police, Monsieur Moore. En plus, je n'avais pas ses papiers. Emily est née dans un refuge, jamais officiellement enregistré. J'avais peur que si la police la trouvait, elle se retrouve perdue dans le système, ou pire, qu'il me blâme et me l'enlève pour toujours. Adam hocha la tête lentement. La réalité des gens vivant en marge de la société était quelque chose qu'il commençait seulement à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quand je suis sorti de l'hôpital la 2e fois, j'ai continué à chercher, mais je devenais de plus en plus faible. Pendant les dernières semaines, je pouvais à peine sortir du lit. Puis j'ai vu votre photo hier, quand je suis arrivé ici. Ses yeux s'illuminèrent brièvement. Elle est si belle. Elle a l'air heureuse. Elle est heureuse, confirma Adam. C'est une enfant incroyable. Chelsea sourit, un sourire sincère qui, un instant, brisa le masque de la maladie, révélant la jeune mère qu'elle devait avoir été. Comment l'avez-vous trouvée? Dans une poubelle, répondit Adam honnêtement. Elle a dit qu'elle se protégeait du froid. Chelsea ferma les yeux, la douleur évidente sur son visage. Elle a toujours été intelligente, même si petite. Elle savait prendre soin d'elle. Elle rouvrit les yeux, maintenant intenses, fixés sur Adam. « Tu t'occupes bien d'elle ?» « Avec tout ce que j'ai, » répondit Adam sans hésiter. « Elle demande après moi ?» Adam hésita. « Parfois. Elle te dessine. Elle croit que tu la cherches. » De nouvelles larmes coulèrent sur le visage de Chelsea. « Je l'ai laissée parce que je savais que je n'allais pas durer. Mais je l'aimais de tout mon cœur.
Sa voix était presque un murmure maintenant. S'il vous plaît, ne la ramenez pas ici. Je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. Promettez-moi simplement qu'elle sera heureuse. Je le promets, dit Adam, surpris par la fermeté de sa propre voix. Chelsea sembla se détendre à cette promesse. Lentement, avec des mains tremblantes, elle ouvrit un petit sac qui était à côté d'elle et en sortit 2 objets, une enveloppe et une petite boîte. « Tiens, c'est pour Emily, dit-elle en les tendant à Adam. Le collier était le sien quand elle était bébé. Il a appartenu à ma grand-mère. La seule chose de valeur que j'ai. Adam ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit collier en argent avec un pendentif en forme d'étoile, simple, délicat, parfaitement adapté à un enfant. Et la lettre? Elle explique tout. Pourquoi je l'ai laissée? Combien je l'aimais? Chelsea serra la main d'Adam avec une force surprenante. Donne-le-lui au bon moment. Ne lui dis pas que j'étais faible. Dis-lui que je l'ai laissé par amour. Adam hocha la tête, plaçant soigneusement les objets dans sa poche. Combien de temps? Commença-t-il, ne sachant pas comment formuler la question. Donnez-nous quelques semaines, peut-être moins, répondit Chelsea, comprenant la question non formulée. C'est bon. Maintenant que je sais qu'elle est en sécurité, je peux partir en paix. Ils parlèrent encore un moment. Chelsea lui raconta les premières années d'Emily, comment elle avait commencé à marcher tôt, sa première dent, combien elle aimait que sa mère lui chante pour s'endormir. De précieuses petites histoires qu'Adam garderait pour Emily un jour. Quand ils se dirent au revoir, Adam promit de revenir. Ils savaient tous les deux qu'il n'y aurait peut-être pas le temps pour une deuxième visite. En sortant, Sarah le rattrapa. Elle a longtemps refusé les soins palliatifs, expliqua-t-elle à voix basse. Elle n'a accepté de venir ici que lorsqu'elle ne pouvait plus bouger seule. La vérité, c'est qu'elle ne passera probablement pas la semaine. Adam la remercia pour l'information et retourna à sa voiture. Il resta assis là longtemps, le collier et la lettre pesant dans sa poche. Comment dirait-il à Emily? Quand serait le bon moment? Elle était si jeune pour comprendre la mort, pour digérer l'abandon, même s'il était fait par amour et désespoir. Il décida qu'il attendrait. Il attendrait qu'Emily soit plus âgée, qu'elle puisse comprendre la complexité de la situation. Jusque-là, il garderait le collier et la lettre en sécurité. Et en attendant, il pousserait l'adoption. Il avait déjà commencé le processus, rempli d'innombrables formulaires, passé des entretiens et des visites à domicile. Maintenant, avec la localisation de Chelsea et son incapacité évidente, le processus pourrait être accéléré. Emily aurait un nom, des documents, une existence officielle. Et elle aurait un père, non par le sang, mais par choix. Il démarra la voiture et rentra chez lui, auprès d'Emily, le cœur déchiré entre la tristesse pour la mère qu'elle allait perdre et la détermination d'honorer la promesse qu'il venait de faire. Emily serait heureuse, de cela il était certain. L'automne peignait la ville de nuances de rouge et d'or lorsque l'enveloppe arriva. Adam la reconnut immédiatement, du papier cartonné, le même qu'il avait reçu tant de fois ces derniers mois. Mais celui-ci était différent, plus épais, final. Ses doigts tremblèrent légèrement en ouvrant l'enveloppe. 6 mois d'attente, de formulaires, d'entretiens, de visites à domicile, d'audience. 6 mois depuis qu'il avait trouvé Chelsea dans ce refuge et entendu son histoire. 4 mois depuis son départ silencieux, un départ qu'Adam avait gardé secret d'Emily, gardant le collier et la lettre pour le bon moment. Le document était là, officiel et définitif, reconnaissance légale d'adoption plénière. Emily Moore. Plus une enfant sans nom de famille, sans document, invisible au système. Maintenant légalement sa fille. Adam s'assit sur le canapé, le papier toujours entre ses mains, incapable de détourner le regard du nom imprimé, Emily Moore. 2 mots simples qui changeaient tout, qui officialisaient ce que son cœur savait depuis longtemps. Le bruit de la porte de l'appartement s'ouvrant interrompit ses pensées. Martha, la nounou, entra avec Emily, de retour de l'école. À 5 ans, Emily fréquentait maintenant la maternelle, une autre étape vers la normalité, un autre document qui avait nécessité des explications complexes et quelques demi-vérités. « Devine ce que j'ai fait aujourd'hui » s'exclama Emily en laissant tomber son sac à dos sur le sol et en courant vers Adam comme elle le faisait tous les jours. « Quoi » demanda-t-il en cachant rapidement le document sous un magazine. « J'ai pas un énorme tableau. La maîtresse a dit que c'est le plus beau de la classe. »« C'est vrai » confirma Martha en souriant. « Elle a eu une étoile d'or pour ça. » C'est incroyable. Adam la serra dans ses bras, respirant l'odeur de crayons de couleur et de sandwich à la confiture qui l'accompagnait toujours après l'école. Nous devons fêter ça,
Fêter comment? Demanda Émilie, ses yeux s'illuminant. Les célébrations, dans leur langage, signifiaient généralement des glaces ou de la pizza. Que dirais-tu d'un dîner spécial? Nous pouvons aller dans ce restaurant italien que tu aimes, avec des spaghettis, tous les spaghettis que tu peux manger. Martha regarda Adam avec curiosité. Elle le connaissait assez bien pour savoir que quelque chose de plus se passait. Eh bien, je m'en vais, annonça-t-elle en prenant son sac. À demain, à l'heure habituelle. En fait, Martha, hésita Adam, je crois que nous allons prendre quelques jours de congé. Peut-être toute la semaine. J'ai d'importantes nouvelles pour Émilie. La compréhension apparut sur le visage de la nounou. Les papiers sont enfin arrivés? Adam hocha la tête, sentant l'émotion lui serrer la gorge. Enfin. Martha sourit, lui donnant une brève étreinte. Félicitations, Adam. Vous le méritez tous les deux. Après son départ, Émilie regarda Adam la tête penchée. Quel papier? C'est une surprise. Adam s'agenouilla à sa hauteur, ses mains tenant doucement ses petites épaules. C'est une surprise très spéciale. Mais nous en parlerons pendant le dîner, d'accord? Maintenant, si tu allais te changer pendant que je prépare quelque chose? Émilie accepta, courant vers sa chambre, non plus la chambre d'amis, mais véritablement son espace, avec des murs peints d'un jaune doux, des meubles d'enfants et des étagères pleines de livres et de jouets. Seul, Adam décrocha le téléphone et passa un rapide appel. Il planifiait ce moment depuis des semaines, n'attendant que la confirmation officielle. Le restaurant italien était à quelques pâtés de maison de l'appartement. C'était un endroit familier, avec des nappes à carreaux et un vieux propriétaire qui tenait toujours à saluer personnellement les clients réguliers. « Sir Moore, Señorita Emily !» s'exclama Polo en les voyant entrer. « Votre table spéciale est prête. » Emily regarda autour d'elle, surprise. Leur table habituelle était différente, une nappe spéciale, des fleurs au centre, même une petite bougie. « Pourquoi est-ce spécial aujourd'hui ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Parce qu'aujourd'hui est un jour très important, » répondit Adam, essayant de contrôler la nervosité dans sa voix. Après que Polo eut pris leur commande spaghettis et boulettes de viande pour Émilie, lasagne pour Adam, le moment qu'il attendait arriva. « Émilie, commença-t-il, te souviens-tu quand nous avons commencé à essayer d'obtenir tes documents pour que tu puisses aller à l'école et chez le médecin ?» Elle hocha la tête, se léchant les lèvres en prévision du dessert qui viendrait sûrement après le dîner. « Je me souviens. Tu as dit que j'avais besoin d'exister sur papier, pas seulement pour de vrai. » Exactement. Et te souviens-tu que pour que cela se produise, nous avions besoin d'un juge pour dire que je suis ton papa? Émilie fronça légèrement les sourcils. « Mais tu es déjà mon papa. » Adam sentit son cœur s'emplir à ces mots simples. « Oui, d'une certaine manière, je le suis déjà. Mais maintenant ?» Il sortit l'enveloppe de la poche de son manteau et l'ouvrit. « Maintenant, c'est officiel pour tout le monde. » Il posa le document sur la table, le tournant pour qu'Émilie puisse le voir. Elle se pencha, ses yeux curieux parcourant le papier plein de mots qu'elle ne pouvait pas encore lire entièrement. « Qu'est-ce que ça dit? » ?»« Ça dit que tu es ma fille. Légalement. Officiellement. Pour toujours. » Adam désigna une ligne spécifique. « Et ça dit que ton nom est maintenant Emily Moore. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Comme toi? »« Oui, comme moi. Nous avons le même nom maintenant. » Émilie resta silencieuse un instant, absorbant l'information. Puis un lent sourire commença à se répandre sur son visage. « Alors tu es mon vrai papa maintenant? Et je suis ta vraie fille? » « Oui, Émilie. Pour toujours. » Elle sauta de sa chaise et courut vers Adam, jetant ses bras autour de son cou avec une telle force qu'il faillit perdre l'équilibre. « Je savais que tu resterais avec moi pour toujours. » Adam la serra en retour, ne se souciant pas des larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage, ni des regards émus des autres clients. De retour à l'appartement, tandis qu'Émilie prenait son bain, Adam récupéra un paquet qu'il avait caché dans le placard du salon. À l'intérieur se trouvait un cadre en argent, élégant mais simple, choisi spécialement pour l'occasion. Soigneusement, il y plaça la photographie qu'ils avaient prise au parc quelques semaines auparavant. Sur l'image, lui et Émilie étaient assis sur une balançoire, riant d'une chose dont ils ne se souvenaient plus. Leur visage brillait d'un bonheur pur, sincère, indubitable. C'était sa photo préférée d'eux. Quand Émilie sortit du bain, déjà en pyjama et les cheveux humides, Adam l'appela dans le salon. Il avait placé le cadre sur la cheminée, à une place d'honneur. « J'ai une autre surprise, dit-il en désignant la photo.
Émilie s'approcha, ses pieds nus silencieux sur le tapis. Elle regarda l'image un long moment, son petit visage sérieux et contemplatif. « Tu aimes ?» demanda Adam, incertain de son silence. Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle tendit la main et toucha doucement le verre du cadre, traçant le contour de leur visage. « Et maintenant, j'ai l'impression d'avoir toujours appartenu ici, » dit-elle finalement, sa voix petite mais pleine de certitude. Adam sentit une vague d'émotion si intense qu'il ne put parler un instant. Il s'agenouilla à côté d'elle, regardant la photo qui officialisait visuellement ce que les documents affirmaient légalement. « Parce que c'est le cas, » répondit-il, sa voix empreinte d'émotion contenue. Émilie se tourna vers lui, ses yeux sombres, si semblables à ceux de Chelsea, pleins d'une sagesse qui dépassait son âge. « Je sais, » dit-elle simplement, comme si c'était la vérité la plus évidente du monde. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que malgré tous les documents, les audiences et les tampons officiels, la vérité avait toujours été là, depuis cette nuit froide où leurs chemins s'étaient croisés. Peut-être qu'Émilie avait toujours fait partie de lui, même avant qu'ils ne se rencontrent, une pièce manquante dans sa vie, s'insérant parfaitement dans l'espace vide qu'il ne savait même pas exister. Cette nuit-là, en bordant Émilie dans son lit, Émilie Moore, sa fille, Adam ressentit une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Un sentiment d'achèvement, de but accompli. « Bonne nuit, Émilie Moore », dit-il, testant le nom complet, savourant à quel point il sonnait juste. « Bonne nuit, papa », répondit-elle, déjà à moitié endormie. « Papa !» Plus Adam. La transition s'était faite naturellement, sans discussion ni planification, tout comme tout le reste dans leur parcours commun. De retour dans le salon, Adam s'arrêta à nouveau devant la photo encadrée, deux visages souriants, deux vies entrelacées par le hasard, le destin ou une force plus grande qu'il n'osait nommer. Une famille, maintenant aussi sur papier, mais surtout, irréfutablement, dans le cœur. Un an s'était écoulé depuis que le juge avait signé les papiers officialisant ce que leur cœur savait déjà. Un an de première fois, le premier jour d'école, la première fête d'anniversaire avec des amis, la première visite des grands-parents qui avaient voyagé pour rencontrer la petite fille qui avait conquis leur cœur en quelques minutes. L'appartement avait changé aussi. Ce n'était plus l'espace méticuleusement organisé d'un homme célibataire, ni le chaos temporaire des premiers mois d'adaptation. C'était une maison, avec des photos sur les murs, des dessins sur le réfrigérateur et une collection toujours croissante de livres pour enfants sur l'étagère du salon. Les matins avaient une routine qu'ils chérissaient tous les deux. Adam se réveillait en premier, préparant le petit déjeuner pendant qu'Émilie dormait encore, des crêpes les dimanches, des céréales les jours de semaine, des œufs les vendredis. De petits rituels qui apportaient structure et sécurité. « Émilie, il est temps de se lever », appelait Adam en frappant doucement à la porte de la chambre jaune. Invariablement, elle demandait juste 5 minutes de plus avant d'apparaître dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et le visage encore marqué par l'oreiller. Le chemin de l'école était un trajet de 10 minutes qu'ils appréciaient tous les deux. Émilie lui racontait ses rêves de la nuit précédente ou partageait des théories élaborées sur la raison pour laquelle le ciel est bleu ou comment les poissons respirent sous l'eau. À la porte de l'école, Adam s'agenouillait pour un dernier câlin. « Passe une bonne journée, Émilie Moore. »« Toi aussi, papa Moore », répondait-elle avec un sourire avant de courir rejoindre ses amis. Adam regardait un instant avant de se diriger vers le bureau, où des photos d'elle décoraient son bureau, suscitant questions et sourires de la part de collègues qui s'émerveillaient encore de la transformation de l'ancien Adam Moore réservé. Les soirées étaient peut-être les moments les plus précieux. Après le dîner et le bain, venait le rituel sacré de la lecture. Émilie, déjà au lit, choisissait le livre de la nuit tandis qu'Adam s'installait à ses côtés. « Il est temps de dormir », disait le fermier. Adam lisait, sa voix changeant pour chaque animal de la ferme, pour le plus grand plaisir d'Émilie. Parfois, elle s'endormait au milieu de l'histoire, d'autres fois, elle insistait pour juste un chapitre de plus, s'il te plaît, avec ses yeux auxquels Adam trouvait de plus en plus difficile de dire non. Ce n'était pas une vie parfaite. Il y avait des crises de colère occasionnelles, de mauvaises notes en maths, des cauchemars qui la réveillaient encore parfois, appelant une mère qui n'était plus là. Mais c'était réel et solide. Une famille construite non par le sang, mais par le hasard, le choix et l'amour. C'est un calme dimanche de printemps qu'Adam décida qu'il était temps. Émilie allait avoir 6 ans la semaine suivante. Cela semblait le bon moment pour partager la dernière pièce du puzzle qu'était son histoire. Après le petit déjeuner, au lieu de suggérer leur promenade habituelle au parc, Adam s'assit avec Émilie sur le canapé du salon. « J'ai quelque chose d'important à te dire », commença-t-il, sentant le poids du collier dans la poche de sa chemise.
Émilie le regarda avec curiosité, sentant le sérieux dans sa voix. « C'est quelque chose de grave ? » ?»« Non, ce n'est pas grave. » Adam sourit pour la rassurer. « C'est à propos de ta maman. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Il parlait rarement de Chelsea, non pas parce que c'était interdit, mais parce qu'Émilie semblait avoir accepté son absence d'une manière qu'Adam trouvait encore surprenante pour quelqu'un de si jeune. « Tu l'as trouvée ? » demanda Émilie, sa voix soudain petite. Adam hocha la tête, lui prenant la main. « Oui, je l'ai trouvée il y a quelque temps. » Il lui raconta ensuite, avec des mots simples mais honnêtes, comment il avait cherché Chelsea pendant des mois, comment il l'avait trouvée au refuge, déjà très malade, comment elle n'avait pas abandonné Émilie par choix, mais en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle était très malade, Émilie, du genre de maladie que les médecins ne peuvent pas guérir. « Elle est morte ?» demanda Émilie directement, ses yeux fixés sur ceux d'Adam. « Oui, ma chérie. Peu de temps après que nous nous soyons rencontrés. » Émilie resta silencieuse un long moment, traitant l'information. Adam attendit, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. « Elle a pensé à moi ?» demanda-t-elle finalement. « Avant de partir, elle pensait à toi tous les jours, » répondit Adam, la voix serrée par l'émotion. « Tu étais la personne la plus importante du monde pour elle. » Lentement, il sortit de sa poche le petit collier en argent avec le pendentif en forme d'étoile. « Elle m'a demandé de te le donner. Il était à toi quand tu étais bébé. Avant cela, il appartenait à ton arrière-grand-mère. » Émilie prit le collier avec révérence, ses petits doigts traçant le contour de l'étoile. « Je me souviens de ça, » murmura-t-elle. Elle disait que c'était magique, que les étoiles veilleraient sur moi. Adam prit ensuite l'enveloppe, légèrement froissée par le temps, de son autre poche. « Elle a aussi écrit cette lettre pour toi. Tu veux que je la lise ?» Émilie hocha la tête, se rapprochant d'Adam alors qu'il ouvrait soigneusement l'enveloppe. La lettre était simple, écrite d'une main tremblante. Elle parlait d'amour inconditionnel, de rêves pour l'avenir d'Émilie, de regrets et d'espoir. Elle expliquait en des mots doux pourquoi elle avait dû la laisser sur ce banc, faisant confiance à l'univers pour prendre mieux soin d'elle qu'elle n'aurait jamais pu. Quand Adam eut fini de lire, ils avaient tous les deux les larmes aux yeux. Émilie serrait le collier contre sa poitrine, comme si elle voulait le garder le plus près possible de son cœur. « Elle voulait que je sois heureuse, » dit Émilie, la voix étouffée mais ferme. « Plus que tout au monde, » confirma Adam. Émilie regarda le collier, puis ses yeux, brillants de larmes. « Elle m'a aimé. Et toi, tu m'aimes aussi. Maintenant, j'ai deux cœurs avec moi. » Adam sentit son propre cœur s'élargir dans sa poitrine, rempli d'un amour si immense qu'il semblait impossible de le contenir. Il serra Émilie dans ses bras, sentant son petit corps trembler de doux sanglots. « Et tu es le centre des deux, » dit-il doucement en lui embrassant les cheveux. Ils restèrent ainsi longtemps, s'embrassant sur le canapé, tandis que la lumière du soleil créait des motifs dansants à travers les rideaux. Il n'y avait pas besoin de plus de mots. La vérité était là, entre eux, une histoire complète maintenant, avec toutes les pièces à leur place. Plus tard dans la journée, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Émilie demanda de l'aide pour mettre le collier. Adam l'attacha soigneusement autour de son cou, regardant comment la petite étoile d'argent brillait contre sa peau. « Il te va très bien, » commenta-t-il. Émilie toucha le pendentif, un sourire serein sur son visage. « C'est comme vous avoir tous les deux toujours avec moi. » La nuit, après l'histoire habituelle, quand Adam se leva pour quitter la pièce, Émilie lui tint la main. « Merci de m'avoir trouvé, papa, » dit-elle simplement. Adam sentit sa gorge se serrer d'émotion. « C'est toi qui m'as trouvé, Émilie, » répondit-il. « Je passais juste par cette place. » Elle secoua la tête avec cette sagesse qui le surprenait parfois. « Non, nous nous sommes trouvés l'un l'autre. C'était censé arriver. » Adam sourit, incapable d'être en désaccord. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il y avait des forces plus grandes à l'œuvre cette nuit d'hiver froide. Le destin, la coïncidence ou simplement la magie ordinaire de la vie réunissant deux âmes qui avaient besoin l'une de l'autre. « Bonne nuit, Émilie Moore » murmura-t-il en ajustant la couverture autour d'elle. « Bonne nuit, papa » répondit-elle, ses yeux déjà clos. En quittant la pièce, Adam s'arrêta un instant pour observer la scène. Sa fille dormant paisiblement, le collier étoile brillant doucement à la lumière de la lampe, des livres empilés sur la table de chevet, l'ours en peluche usé par les câlins constants. Une image de paix, d'appartenance, de foyer. Une vraie famille. Un nouveau départ. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like,
car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes.